Bonjour, aujourd'hui je fais le point sur l'affaire Maddie McCann, l'affaire de disparition la plus connue dans le monde. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a un nouveau suspect dans l'affaire. Et ce serait la piste la plus sérieuse qu'il y a eu en 13 ans d'enquête. Donc, je vais vous faire un récapitulatif de ce qu'il y a eu dans l'enquête. Et je vais vous faire aussi la timeline de la vie de ce nouveau suspect. Afin de se condenser pour l'instant, parce que les infos, elles sont contradictoires selon les médias. Et comme l'affaire, elle vient juste de sortir, pour l'instant, on ne sait pas vraiment grand-chose. Allez, on y va. Le 28 avril 2007, une famille d'Anglais, les McCann, arrive à l'Ocean Club Complex, à Praia da Luz, au Portugal. Le soir du 3 mai, la fille aînée du couple, Madeleine, dit Maddie, qui allait avoir 4 ans prochainement, est enlevée dans la chambre où elle dormait avec ses frères et sœurs. Ses parents sont à ce moment-là en train de manger dans un restaurant avec des amis à 50 mètres de là. Quand les parents se rendent compte de la disparition, ils préviennent la police portugaise et les recherches commencent. Le 14 mai, un premier suspect apparaît. Son nom est Robert Murat. C'est un Anglais qui aidait dans les recherches. La police trouve qu'il s'intéresse un peu trop à l'enquête. Le 28 mai, devant le restaurant Tunnel à Alcocebre en Espagne, un témoin voit un enfant pouvant être Maddie monter dans un van immatriculé en Allemagne. À l'époque, ce témoignage n'avait pas donné grand-chose car il paraissait peu crédible. Mais aujourd'hui, quand on sait que le suspect est un Allemand, ça devient beaucoup plus intéressant. Le 6 août, les chiens de la police détectent des traces de sang dans la chambre où a été enlevé Maddie. Le 7 septembre, les McCann sont déclarés suspects par la police portugaise. 21 juillet 2008, l'enquête de la police portugaise est suspendue faute de nouvelles avancées dans l'enquête. Août 2008, la London Metropolitan Police se penche sur la piste d'un réseau de pédophilie belge, mais ça ne donne rien. Mai 2009, le portrait robot d'un homme appelé The Ugly Man, l'homme laid, est diffusé. 14 juin 2009, les soupçons se tournent vers un pédophile britannique appelé Raymond Hewlett. 6 août 2009, nouvelle piste. Les détectives privés engagés par les parents de Maddie cherchent une femme avec un accent australien ou néo-zélandais. Elle ressemblerait à Victoria Beckham et aurait été aperçue à Barcelone 3 jours après la disparition. 6 juillet 2012, la police britannique reçoit un tuyau d'un détective privé disant que le corps de Maddie est enterré près de l'appartement. 13 février 2013, un test ADN est fait sur une fille néo-zélandaise qui est supposément Maddie. 17 mai 2013, Scotland Yard déclare avoir une liste de suspects à vérifier et avoir assez d'éléments pour que les Portugais rouvrent l'enquête. Mais les Portugais sont réticents. 14 octobre 2013, un nouveau portrait robot d'un suspect est diffusé. 24 octobre 2013, la police portugaise rouvre son enquête car des suspects apparus dans l'enquête initiale n'avaient pas été interrogés. 13 janvier 2014, 3 personnes connues pour des cambriolages sont interrogées. 19 mars 2014, des recherches sont lancées pour retrouver un homme qui a violé plusieurs Britanniques entre 2004 et 2006 dans la région de l'Algarve. 6 mai 2014, des recherches sont faites avec des radars à pénétration de sol à 3 endroits autour de Praia da Luz. 11 juin 2014, nouvelles recherches entre Praia et Lagos, notamment autour d'un plan d'eau. Juillet 2015, le corps d'une enfant est retrouvé dans une valise à Winarka en Australie. La police britannique veut vérifier que ce n'est pas Maddie. En 2017, les enquêteurs cherchent une Bulgare qui était serveuse à Praia da Luz à l'époque de la disparition. C'est la piste connue sous le nom de Woman in Purple, la femme en violet. 3 mai 2019, le nom de Martin Ney commence à apparaître dans les médias. Ney est un serial killer allemand. Il a tué 3 enfants et est en prison en Allemagne. Il travaille au Portugal au moment de la disparition. Mais les autorités nient que c'est lui le suspect et disent que c'est un autre pédo allemand qui est soupçonné. 4 juin 2020, c'est le nom du suspect actuel, Christian Bruckner, qui sort dans les médias. Alors, qui est Christian Bruckner? Je vous donne les infos qui sont disponibles en ce moment. Cette piste, elle vient de sortir, alors les médias, ils
Ils se jettent dessus là pour l'instant, ils donnent les informations qu'ils ont. Mais comme ce gars c'est un vagabond, qui ne savent pas encore exactement où il était, à quel moment et ce qu'il a fait, peut-être qu'il y a des inexactitudes. De toute façon, je ferai des updates au fur et à mesure qu'on en saura plus pour que ce soit bien clair, qu'on soit sûr de ce qu'il a fait et de son passé, etc. Donc, il est né en 1976 à Würzburg en Allemagne sous le nom de Christian Fischer. Il est abandonné par sa mère puis adopté par la famille Bruckner dont il va prendre le nom. Lors de son enfance, il est connu à l'école comme un solitaire qui cause des problèmes aux professeurs et qui embête et se bat avec les autres élèves. Les voisins disent de lui qu'il était turbulent. En 1992, à 15 ans, alors qu'il est apprenti mécano, il commet ses premiers cambriolages dans sa ville en Bavière, donc Würzburg. Je ne sais pas comment ça se prononce. Pour ces cambriolages et aussi pour conduite sans permis, il est condamné à 8 mois de prison avec sursis. En septembre 1993, là on passe sur une autre criminalité. Il agresse sexuellement une fillette de 6 ans qui s'amuse dans un jardin d'enfants. Il sera jugé en 1994. Et juste avant le procès, quelques jours avant, il trouve rien de mieux que de s'exposer devant un enfant de 9 ans. Il baisse son pantalon et s'en va en courant en fait. Et pour ces faits, il prendra 2 ans de prison. Il est encore mineur et il a 17 ans. En 1995, alors qu'il n'a même pas purgé complètement sa peine, il vient d'avoir 18 ans, il est majeur, il décide de partir vivre au Portugal avec sa copine de l'époque. Là-bas au Portugal, ils vivent comme des zonards, ils campent dans la nature. Pour vivre, il fait des petits boulots et surtout il commet des cambriolages et fait du trafic de drogue. Aujourd'hui, on sait qu'il a eu dans sa vie 17 condamnations pour l'instant. Donc, en 1999, il se fait attraper au Portugal pour des vols et des cambriolages et il est envoyé 2 mois en prison à la prison d'Evora. Il a aussi été arrêté et a été extradé vers l'Allemagne où il devait purger une peine pour des crimes sexuels. On ne sait pas encore la durée de la peine, mais une fois qu'il a purgé, il est retourné de suite au Portugal. En 2004, il a une petite amie anglaise pendant à peu près 1 an. Ça paraît un détail, mais je pense que dans quelques temps, on va se rendre compte que c'est un détail important en fait. En 2005, on monte encore dans la criminalité. Il viole une touriste américaine, tenez-vous bien, de 72 ans. Bon, il y a des actes de torture, etc. Là, je rentre pas dans les détails, c'est juste une timeline de sa vie que je vous montre. Mais s'il faut, je ferai une vidéo avec tous les détails quand tout sera connu. Pour l'instant, ça sert à rien. Donc ce viol, il a eu lieu à Praia da Luz, pas très très loin de là où la petite Maddy a disparu. En 2006, il est condamné à 9 mois de prison pour vol de carburant dans une station-service. Il sort en décembre. En fait, il est parti sans payer en gros. 5 mois après sa sortie de prison, le 3 mai 2007, donc la petite Maddy, elle disparaît. Et le lendemain, le 4 mai, qu'est-ce qu'il fait? Il fait changer le nom qu'il y a sur la carte grise de son véhicule et il le met au nom d'un de ses amis qui est en Allemagne. Et après ça, quelque temps après, il fuit le Portugal, il va s'installer en Allemagne, dans une ville qui s'appelle Braunschweig, qui est à côté de Hannover. En 2008, son nom il apparaît pour la première fois au milieu de 600 autres suspects, parce qu'il est connu pour cambriolage au Portugal, et que la police, elle pense qu'en fait l'enlèvement c'est un cambriolage qui a mal tourné. Lui, à ce moment-là, il est toujours en Allemagne, dans une ville qui s'appelle Augsbourg. Il a la bougeotte, il fait que bouger. C'est pour ça que c'est dur de savoir exactement ce qu'il a fait, où il était, etc. De cette ville, il se rend souvent à Munich, et dans une ville qui est touristique, qui est complètement de l'autre côté de l'Allemagne, qui s'appelle Sylt. Et là-bas, il trafique, il essaye de donner de la drogue à des jeunes contre des relations sexuelles, etc. En 2011,
il prend 21 mois de prison justement pour trafic de drogue à Nieboel. En 2012, il est déjà dehors. Il retourne dans sa ville de Braunschweig. Là-bas, il va tenir un kiosque à peu près jusqu'en 2015. Il y a des sources qui disent 2014, d'autres 2015. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ce kiosque, il était près d'une école. Et que quasiment tous les jours, il donnait des petits cadeaux à des petits élèves. Alors pour l'instant, il n'y a pas eu d'allégation dans les médias comme quoi il avait commis des crimes sexuels là-bas. Mais c'est que le début, je pense qu'on va apprendre des choses à propos de ça aussi. En 2013, en juin, il est repéré par les autorités alors qu'il chatte sur une chatte pédophile. Et il dit qu'il veut enlever un petit et s'en servir pendant plusieurs jours. Et quand l'autre pédophile lui dit « Ouais, mais c'est risqué », lui dit « Pas si tu le fais disparaître », en gros. En 2015, une fois qu'il a plus son kiosque, il repart vivre au Portugal avec une nouvelle petite amie, une Kosovare qui est même pas majeure, en laissant les chiens mourir de faim. Donc ils partent et ils restent là-bas à peu près un an. En 2016, il est inculpé en Allemagne pour possession d'images pédopornographiques. Des images que la police avait trouvées chez lui lors d'une perquisition à Neugersleben. En fait, il faisait une enquête sur la disparition d'une petite Allemande qui avait disparu en 2015. Et comme lui, il est connu pour pédophilie, ils ont fait une descente chez lui. Ils avaient creusé dans le jardin pour trouver le cadavre de la petite, ils l'ont pas trouvé, mais par contre, ils étaient tombés sur une cache où il y avait ces images en fait. Pour l'instant, il n'y a pas de renseignements sur la durée de son incarcération à ce moment-là. Mais ça n'a pas dû être bien long. Vive le laxisme en Europe. Le 3 mai 2017, il est déjà dehors puisqu'il est dans un bar avec un ami. Le 3 mai 2017, c'est les 10 ans de la disparition de la petite Madji. Et sur une télé dans le bar, qu'est-ce qui passe? Un reportage sur la disparition. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il a bu un petit coup et il avoue être au courant de ce qui s'est passé et l'avoir enlevé. C'est pas tout. Il montre aussi une vidéo de lui en train de violer une femme. C'est encore flou, c'est encore pas clair si c'est à ce même ami et ce même jour ou si c'est à une autre personne un autre jour. Selon les médias, ça varie trop pour l'instant. Mais en tout cas, il a montré qu'il est en train de violer une femme qui n'était pas Madji, qui n'était pas l'américaine qu'il a violée après Yadalous. Donc, il y a d'autres affaires qui vont ressortir. En tout cas, l'ami à qui il a avoué ça, il a prévenu la police. Il a bien fait. La police, un gars qui avoue un crime pareil, bien sûr, ça les intrigue. Et quand ils ont vu que le gars, il habitait au Portugal, à l'endroit où la petite elle a disparu, et qu'ils ont vu son passé, c'est là qu'il est devenu le principal suspect. C'était donc il y a 3 ans, et depuis, ils doivent chercher des éléments pour le coincer, pour être sûr qu'il s'en tire pas, quoi. En attendant, il était toujours libre en fin d'année 2017, mais il est arrêté pour une affaire de drogue. Il s'enfuit avant d'être incarcéré. Et le 28 septembre 2018, il est arrêté à Milan et l'Italien l'extrade vers l'Allemagne pour qu'il purge sa peine. En 2019, il est toujours en prison pour la peine qu'il a reçue pour la drogue et il est jugé pour le viol qu'il a commis en 2005 contre la touriste américaine. Et là, il va prendre 7 ans de prison. Depuis, il est incarcéré à la prison de Kiel. Mais il a failli ressortir il y a quelques jours. Parce que jusqu'à présent, il purgeait sa peine pour trafic de stupéfiants. La peine, elle était arrivée à son terme. Pour le viol, il a été condamné à 7 ans, mais il a fait appel de la condamnation. Donc, selon la loi allemande, il n'était pas encore condamné définitivement et il pouvait demander à sortir en attendant d'être condamné. Heureusement, comme c'est le suspect principal de l'affaire Madji, et qu'ils savent que c'est un routard qui peut disparaître du jour au lendemain, ils l'ont pas laissé ressortir. On peut se demander pourquoi, s'il a été signalé comme principal suspect en 2017, pourquoi on l'apprend que maintenant, en 2020.
Parce que la police, depuis, elle doit chercher des éléments probants, des trucs pour être sûr qu'il ne pourra pas s'en tirer, et surtout pour identifier le lieu où la petite elle a été tuée et le lieu où ils s'en sont débarrassés, même s'il ne parle pas lui. Voilà, alors là récemment, ils ont diffusé un numéro de téléphone en demandant aux gens de les aider à l'identifier. Mais bon, je pense plus que ce soit pour ramener des témoignages, parce que le numéro, ils peuvent l'identifier eux-mêmes, vous imaginez bien. Non, ça c'était pour remettre l'affaire dans les médias, la remettre sur le devant de la scène, pour pousser des gens à témoigner. Le numéro, bien sûr, depuis ils l'ont identifié, il appartenait à un certain Diogo Sylvain. Donc il y a des témoignages aussi qui sont rentrés, qui ont un peu expliqué son passé. Là, on n'a pas encore d'informations, c'est juste qu'il y a des gens qui ont parlé. Aussi, ils se sont rendus compte qu'en fait, il a peut-être un complice, pas forcément dans le rapt, ce gars-là, mais en fait, c'est un employé de l'hôtel qui lui aurait dit l'appartement des McCain, il est vide, ils sont en train de manger au restaurant, pour que lui, il aille casser. Parce que comme c'était un cambrioleur aussi. Donc la police portugaise, peut-être qu'elle s'était pas trompée, parce qu'ils disaient que c'était un cambriolage qui avait mal tourné, et apparemment, ils n'avaient pas tort. Donc lui, il est rentré pour casser, en croyant qu'il n'y avait personne, puisque son complice, il lui a dit à personne. Et quand il est tombé sur la gamine, qu'est-ce qu'il a fait? Cet enculé l'a emporté. Ce gars, à l'heure actuelle, il est soupçonné d'autres disparitions d'enfants. Il n'y a pas beaucoup d'informations, donc j'attends que les infos le tombent. Et après, je vais faire une vidéo sur les cas de ces disparitions. Et surtout, je vais voir sur quel cold case il pourrait être impliqué en France. Parce qu'à l'heure où je vous parle, les médias français, ils n'ont pas l'air de se poser la question. Mais moi, quand j'ai appris qu'il faisait des voyages entre le Portugal et l'Allemagne, c'est la première question que je me suis posée. Et je le vois bien collé à au moins une affaire, voire deux. Et là, je vais voir s'il n'aurait pas pu être impliqué dans d'autres affaires. Ce gars, il vivait comme un clochard, comme un vagabond, dormant dans des squats, dans son van, en louant des maisons, en squattant dans des maisons. Il louait des maisons, d'un coup il partait sans payer. Donc c'est pas facile de savoir son parcours. Pour l'instant, mais de toute façon ils vont le remonter. Là je vais faire ce que je peux avec les médias, voir les dates, en sachant qu'il était incarcéré à tel et tel moment. Donc déjà là ce sera sûr qu'il quasiment sûr, puisqu'il y a des fois on a vu des affaires où le gars il était soi-disant incarcéré, et que finalement on s'était rendu compte, mais pas ici, c'est des histoires américaines que je vous parle. Et c'est vieux maintenant avec l'informatique, ça arrive moins, mais il y a eu des histoires où les types, soi-disant, ils étaient incarcérés, après on s'est rendu compte qu'ils étaient sortis, comme on dit on bail, ça n'existe pas en France. Ils ont payé en fait pour sortir, ou qu'ils avaient été libérés sur parole un peu avant, que ça n'avait pas été signifié. Et voilà qu'en fait c'était bel et bien coupable, et tout le monde croyait qu'ils étaient en prison. Donc on va voir ce qu'on peut faire avec les dates et tout, mais je pense que si les médias, eux, ils se sont pas intéressés, la police française, elle s'y intéresse depuis un petit moment. Les deux cold cases sur lesquels je vais me pencher en premier, je vous cache pas que c'est le meurtre du petit Jonathan Coulon, même si c'est Martigny qui est pour l'instant suspecté, je pense que c'est possible que Martigny ait frappé avec Bruckner. Parce que normalement je ne suis pas un complotiste, je ne pense pas les réseaux, etc. Mais là, deux pédos qui se sont retrouvés dans la même ville, au même moment, puisqu'ils étaient les deux à Praia da Luz dans les moments de la disparition de la petite Maddy. La même nationalité, etc. Sachant que le Portugal,
c'était une destination dans les années 90, début 2000, de beaucoup de réseaux pédophiles. Si vous voulez plus d'informations sur ça, vous pouvez regarder le reportage de Carl Zero, Zandvoort, les fichiers de la honte. Il parle du Portugal à un moment. Donc ces deux gars, ils ont très bien pu frapper ensemble. Pour certaines raisons, je pense que si Martini il est impliqué dans la mort de Jonathan Coulon, il était peut-être pas seul. Et je pense que Bruckner, c'est un complice potentiel. Quant à la piste que j'avais envisagée pour la disparition de Lucas Tronche, jusqu'à présent, c'était pas du tout la piste criminelle. Mais vu que depuis 2017, ils sont en train d'essayer de tracer un pédophile qui a traversé toute l'Europe, peut-être que moi je me fie à ce que je trouve dans les médias. Mais les médias, ils n'ont pas tous les éléments du dossier de police. Donc peut-être que la police, elle est sur les traces de Bruckner aussi, sans que ça soit su dans les médias. Parce que récemment, le père de Lucas Tronche, il disait qu'il y avait des investigations qui étaient toujours en cours. Donc peut-être que c'est ça. Peut-être qu'il y a des éléments qui n'ont pas été diffusés, qui sont importants, que ça laisse penser au public que c'est pas une affaire criminelle, que c'est un accident ou un suicide dans le cas de Lucas Tronche. Mais en fait, ils sont en train de monter un dossier contre Bruckner. Donc je vais voir déjà les dates, si ça peut coller. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on sait déjà qu'en 2015, Bruckner il est parti de l'Allemagne pour se rendre au Portugal. Donc il y a déjà au moins un trajet qu'il a fait. Quand vous voyez où s'est placé Bagnols-sur-Cèze, vous vous dites qu'à un moment donné, il a pu passer pas loin. Voilà, donc je vais creuser. Merci d'avoir écouté. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un petit like. Abonnez-vous. Et si vous vous abonnez, tournez les notifications on, comme ça vous verrez quand je ferai la suite pour ces vidéos. Merci.